Professeur agrégé en économie, notre invité nous donnera également ses analyses et commentaires sur la crise mondiale à la lumière de la guerre Ukraine-Russie. Bonjour professeur et merci beaucoup. Bonjour Omar et merci pour l'invitation. Nous sommes donc dans le sillage de cette audience que le président de la République a accordée à la communauté universitaire. Audience riche en enseignements. De votre point de vue, quelles sont les leçons à tirer? Merci beaucoup. Tout d'abord, permettez-moi de vous réitérer nos remerciements pour cette invitation et également remercier vos téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Alors, je crois qu'en termes d'enseignement, il y a beaucoup de choses qu'on peut retenir, mais vous me permettrez d'abord de me féliciter du format et de l'événement qui a été créé par le ministère et par le président de la République. Je crois qu'avoir le premier Sénégalais, dont l'agenda est connu de tout le monde comme étant un agenda fort chargé, rester avec les universitaires de 16h à minuit et demi, je crois que ça c'est une écoute et une considération que la communauté universitaire n'est pas prête à oublier. Alors, je voudrais aussi féliciter le ministère, le ministre lui-même, son équipe, pour l'organisation. On a pu réunir les acteurs du spectre assez large de l'enseignement supérieur. Il faut comprendre que l'enseignement supérieur, c'est très large. C'est beaucoup d'institutions, c'est beaucoup d'acteurs. Si on prend les partenaires sociaux, si on prend les enseignants, si on prend les universités, les ISEP, les ministères, jusqu'à la présidence, parce que par exemple nos décrets, nos textes sont signés par le président, y compris nos textes de nomination. Donc avoir tous ces acteurs-là, se retrouver au même endroit, échanger sur les problèmes de l'université, je crois que c'est quelque chose qui est très positif. Alors, la rencontre a été justement l'occasion de diagnostiquer le système en mettant l'accent sur des sujets importants, deux volets, avancées et défis. L'UCAD est un cas emblématique parce que, évidemment, c'est la première université du Sénégal. D'abord, du point de vue des avancées, qu'est-ce que vous retenez? Alors, si on parle d'avancées, concernant un écosystème aussi large et complexe, ça va être extrêmement difficile d'isoler une institution. Parce que la création des ISEP, par exemple, touche directement à l'UCAD. Vous voyez, les universités privées impactent aussi sur notre fonctionnement. Vous voyez, c'est un écosystème. Lorsqu'on prend des décisions quelque part sur les bourses, sur la professionnalisation des filières, sur l'élargissement de la carte, tout ça, ça affecte l'UCAD. Mais en termes de réalisation, je voudrais donc parler de la carte qui a été considérablement élargie, et ce qui nous permet de résoudre, nous, un problème important, c'est-à-dire la massification des effectifs. Il faut comprendre qu'à chaque fois qu'il y a une université qui se crée ailleurs au Sénégal, je veux dire, c'est des étudiants dont l'UCAD est un peu délesté. Donc ça, c'est important. Donc l'élargissement de la carte universitaire, c'est important. Les infrastructures, c'est important. Vous avez vu toutes les infrastructures qui ont été créées au niveau des universités, mais également de nouvelles infrastructures qui n'existaient pas, comme les ISEP. Vous voyez? Oui. Alors, les infrastructures concernent les constructions, les bâtiments, la connectivité. Et donc, je crois que toutes les universités ont été couvertes et l'UCAD aussi a été couverte. Alors, au-delà de ces infrastructures dont tout le monde a bénéficié, je voudrais mettre l'accent sur quelque chose qui n'a pas été suffisamment dit. C'est le relèvement du plateau médical au niveau de l'UCAD. Il faut savoir que, quand même, à Fann, le service du professeur Seri d'infectiologie a été considérablement renforcé avec des équipements et des investissements d'un montant de 4 milliards. Et au sein de l'UCAD, au sein même de la fac de médecine, le service de parasitologie du professeur Daouda a également bénéficié de la recherche du président. Donc c'est assez vaste, les réalisations, et assez sensible, et ça touche tous les domaines, le social, les infrastructures, les bourses. C'est très difficile de tout
Mais sur le fondement du cas UCAD, on peut dire qu'effectivement, il y a eu des pas de géants. Tout à fait. On a eu des infrastructures qui ont été construites, des bâtiments, il y a eu des équipements qui sont arrivés, il y a eu des efforts concernant la connectivité. Et ça, c'est extrêmement important au moment où nous basculons vers l'enseignement à distance. Donc, la connectivité est importante, mais il y a également tout ce qui se fait sur le volet social et qu'on ne peut pas négliger, la construction des pavillons, le grand hôpital du Coude, on est en train de finir, c'est déjà fini, il reste juste les équipements, un très grand hôpital au niveau du Coude pour les étudiants, et énormément de choses qu'on a discutées, qu'on a présentées en détail, et vous avez vu que ça a pris 8h30 de temps et on n'avait pas fini. Absolument. Donc oui, l'UCAD, à l'instar des autres, en a bénéficié. D'accord. Beaucoup d'avancées, mais il fallait également voir là où il faut améliorer le système. Quels sont les défis donc du système universitaire? Oui, je crois que ça c'est une très bonne question. Il faut savoir que l'objectif, c'était de faire d'abord l'état des lieux, mais également de se mettre d'accord sur comment est-ce qu'on devrait cheminer dans le futur. Et il y a des défis. L'un des tout premiers défis, c'est le défi démographique, la massification et le modèle social. Comme vous le savez, l'État sénégalais a décidé d'orienter les bacheliers, de ne pas les laisser en rade. Et ça, c'est une décision avec des implications concernant les admissions, des implications qui sont importantes. Et je crois que c'est une décision qui se justifie. Parce que si vous regardez le taux de scolarisation dans l'enseignement supérieur, il n'est que de 10%, autour de 10% au Sénégal. Oui. Alors qu'au niveau du primaire, on est à 86%. Au niveau du secondaire, on est à peu près 43%. Vous voyez, ce qui fait que de 2,4 millions et quelques millions d'apprenants au niveau de l'élémentaire, on passe à moins de 500 000, moins de 300 000 oui. Au niveau du supérieur. Et tout le monde ne va pas à l'université, quoi. Et tout le monde ne va pas à l'université. Et donc, ceci se justifie l'option de l'État d'intégrer le maximum d'étudiants. Vous en recevez combien par an? Alors, nous, à Dakar, on en reçoit à peu près 25 000, 25 à 30 000. À part l'UVS, on est la deuxième institution qui recevons le plus d'étudiants. Alors, donc, ça a des implications concernant les amphithéâtres et ça a des implications concernant les besoins de recrutement, aussi bien pour le personnel enseignant que pour le personnel administratif, technique et de services. Ça a des implications sur les ressources budgétaires. Donc, il fallait s'arrêter pour réfléchir à tout cela et dégager des priorités. C'est vrai que dans votre intervention, j'ai noté, vous avez parlé effectivement de la démocratisation du système qu'il fallait garder, parce qu'on est quand même au Sénégal. Mais l'orientation vers le social, vous voulez dire quoi? Que on peut réorienter le budget ou qu'est-ce que vous voulez dire? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en matière de financement de l'enseignement... Moins de social, c'est ce que vous voulez dire? Non, pas tout à fait. Je vais peut-être arriver après aux décisions, on va revenir là-dessus. Oui, allez-y. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en matière de financement de l'enseignement supérieur, il y a le principe et la pratique. Le principe, tout le monde le connaît, et ce n'est pas seulement pour l'enseignement supérieur, c'est pour toutes les politiques publiques. Le principe, c'est d'éviter ce qu'on appelle, nous, en économie, la régressivité. C'est-à-dire d'éviter que les riches soient financés et que les pauvres soient exclus. Oui. Ça, c'est le principe. Mais dans la pratique, tous les pays butent sur cette question. Et les pays apportent des réponses différentes. Par exemple, aux États-Unis, si vous êtes enfant de pauvre, il faut être très brillant pour arriver à, je veux dire, accéder à l'enseignement supérieur. Et d'abord, il y a une diversité énorme en matière d'enseignement supérieur quant à la qualité. Vous voyez? Alors, mais c'est pour ça que vous voyez que le niveau d'exclusion des pauvres est énorme. Et même en Europe, vous voyez, il y a les enfants de la banlieue qui sont exclus. Ça défraie la chronique tout le temps. Alors, au Sénégal, on a quand même opté, ça c'est le modèle français aussi, et à l'instar des autres pays francophones, on a opté pour augmenter les chances d'accès à l'enseignement supérieur à la plupart des bacheliers. Et comme je vous l'ai dit, ça a des implications dans tous les domaines. Maintenant, comment prendre en compte la contrainte de financement que l'État a actuellement, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que l'éducation, si on prend tous les niveaux du spectre,
éducation nationale, formation professionnelle, enseignement supérieur, ça fait quand même 1000 milliards, ce qui fait 20% du budget, alors qu'il y a d'autres priorités. Donc, il est clair qu'on aura besoin de nous réorganiser à l'interne pour définir nos priorités. Il y a des choses à faire au niveau des bourses, donc du social, parce qu'il faut comprendre que les bourses nous coûtent cher et sans être toujours nécessairement justifiées. Je pense par exemple aux bourses des masters. Les masters doivent durer 2 ans, mais parfois ça dure 4 ans. Et pendant tout ce temps-là, il faut payer les étudiants et les montants concernés sont énormes. Donc il y a des réajustements à faire à ce niveau pour avoir plus de personnes dans l'enseignement supérieur. Et la diversification, l'élargissement de la carte scolaire permet aussi de faire cela, c'est-à-dire d'accéder, je veux dire, de permettre l'accès des pauvres à l'université. Vous apportez là un élément de réponse sur ce modèle économique universitaire dont parle le président de la République qu'il faut repenser. Oui, je pense que, comme je vous l'ai dit, on est obligé, parce qu'avec les tendances démographiques que nous connaissons, nous allons avoir chaque année un peu plus de bacheliers. L'année passée, on en a eu à peu près 80 000. L'année prochaine, on pourrait aller à 100 000, parce que la Côte d'Ivoire est déjà à 100 000. Et après, ça va monter à 125, à 150. Alors, en termes de ressources financières, ça ne sera pas soutenable de continuer à dépenser autant en termes de ressources budgétaires. Donc, on est presque dos au mur. Mais je crois que quand il parlait du modèle économique, le président avait aussi fait appel aux universités pour qu'on essaie de trouver des ressources additionnelles à l'interne. Les ventes d'expertise, les universités ont quand même des expertises qu'elles peuvent vendre, y compris à l'État. Les formations, les ventes de formation qu'on fait déjà, mais il faut davantage en faire et peut-être rationaliser. Avoir plus de dons, faire appel à nos alumni davantage, à nos diplômés. Ce qui est bizarre, c'est que l'UCAD a fait beaucoup plus d'universités en termes de formation des leaders dans tous les domaines, les leaders politiques, les leaders économiques, mais on a beaucoup de mal à faire revenir nos diplômés. Et je vous dis que les universités américaines qui sont la référence dans ce domaine de financement privé comptent beaucoup sur les diplômés. Les diplômés sont dans les conseils d'administration et les diplômés apportent énormément d'argent à l'université. Donc le président nous a demandé de voir comment diversifier les sources de financement pour alléger le fardeau sur l'État, mais également rendre le financement plus soutenable. Parce que je crois que son approche a été plus visionnaire et il s'est projeté dans le futur. Parce qu'en termes de croissance des ressources allouées à l'université, aux universités, ça augmente d'année en année. Alors, il a essayé de faire une projection pour voir qu'est-ce qui va se passer si rien n'est fait dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Et le système n'est manifestement pas soutenable. Je crois qu'on aura besoin de faire des efforts. Ça veut dire que vous avez vous-même un rôle à jouer dans l'amélioration du système, au lieu de tout le temps demander à l'État de faire ceci ou cela. Même dans la gestion du foncier, par exemple, ce qu'il a dit, c'est vrai. Il appartient quand même aux universitaires de faire preuve d'ingéniosité pour... voilà. Oui, je crois que c'est tout à fait vrai ce que vous dites. Les universités auront besoin certainement de mieux rationaliser les ressources. Il y a beaucoup de choses à faire au niveau de la rationalisation des ressources financières et autres qui sont mises à notre disposition. Mais il n'y a pas que les universités. Il y a aussi, comme je vous l'ai dit, les alumni. Mais il y a également les ménages, les familles. Oui. Il faut que la culture à ce niveau change. Dans tous les pays, et même les pays qui sont plus riches, les familles et les étudiants eux-mêmes contribuent à leur propre éducation. Vous savez, il y a une règle de décision qui est assez connue et assez acceptée au niveau des politiques publiques. C'est que le taux de rendement individuel, je veux dire, le taux de rendement privé de l'éducation est plus élevé que le taux de rendement social de l'éducation. Quand vous éduquez un médecin, le médecin gagne, il est plus riche, il peut tirer, si sa famille était pauvre, il peut la tirer de la pauvreté, mais l'État gagne, parce que la santé publique s'améliore. Alors, si vous comptez ce que l'État gagne, ça donne ce qu'on appelle le taux de rendement social. Si vous comptez ce que le médecin gagne, c'est le taux de rendement privé. Mais dans tous les pays, y compris au Sénégal, les résultats montrent que, les résultats des recherches entreprises montrent que
les individus gagnent plus de leur éducation que la société. Et c'est sur ce constat que des pays comme les États-Unis, par exemple, se basent pour dire que, écoutez, les individus doivent, et les familles doivent contribuer plus pour leur éducation. C'est pour cela qu'on leur demande de s'endetter, on demande aux parents de s'endetter, vous voyez, et l'État, sa contribution est minimale. Vous voyez, ça c'est un modèle économique. Mais on ne peut pas suivre le modèle économique que j'ai décrit parce que ça crée beaucoup d'exclus, ce qui n'est pas bien. Mais de notre côté, il faut aussi que les familles comprennent qu'ils doivent contribuer à la qualité de l'éducation de leurs enfants. À l'UCAD, et dans toutes les universités, le droit d'inscription annuel, c'est 5 000 francs, c'est 10 $. Et c'est resté comme ça pendant des années. Vous voyez, je crois qu'il y a des efforts à faire au niveau des universités. L'État a fait sa part du contrat. On lui demandera encore de faire un peu d'efforts pour nous accompagner. Il y a des efforts que nous devons faire à notre niveau. Il y a des efforts que les diplômés doivent faire parce que les diplômés doivent rendre un peu la monnaie de leur pièce, ce qui se fait partout. Ils ont le diplôme de l'UCAD ou de l'UGB ou d'ailleurs et qu'ils brandissent fièrement. Mais ils ont intérêt à ce que ces institutions restent debout. Vous voyez, mais les familles aussi doivent contribuer. Donc je crois que c'est un dialogue que j'espère j'espère qu'il va continuer et qu'on pourra sensibiliser les différents acteurs pour qu'ils contribuent au financement. Il y a un autre volet aussi, toujours dans la réflexion sur le modèle, c'est les dépenses de personnel, 90%. Ça aussi, il faut repenser cela, non? Oui, mais encore une fois, il faut remettre le personnel aux effectifs. N'oubliez pas qu'on a la responsabilité de prendre tout le monde. Et chaque année, si on absorbe 20 000 à 30 000 étudiants, pour ne prendre que l'exemple de l'UCAD, et presque 80 000 étudiants, si on prend le système dans son ensemble, vous voyez que rapporté à ce nombre d'étudiants, et les recrutements qu'on fait, aussi bien pour les PARS que pour les pairs, se justifient. Vous voyez? Et ce que j'ai apprécié, c'est qu'il y avait d'autres acteurs sociaux, et les syndicats, par exemple, ont dit qu'il n'y en avait pas suffisamment. Vous voyez? Et je suis d'accord qu'il n'y en a pas suffisamment. On est en train de faire des efforts pour à recruter avec l'appui de l'État, mais il y a également des efforts à faire. Mais il faut comprendre que les recrutements de PARS et les recrutements de pairs suivent les tendances à la hausse de recrutement des étudiants. D'accord. Alors, il y a la carte universitaire également. Vous le disiez tout à l'heure, il y a de gros efforts qui sont faits à ce niveau. Mais l'impression qu'on a, et là aussi c'était une des remarques du chef de l'État, c'est qu'on disperse un peu nos forces. Parce qu'on peut voir des campus, pour une université, on peut voir des campus aussi éloignés que les uns que les autres. Ça, ce n'est pas conforme à l'objectif. Voilà. Au niveau des cartes universitaires, je crois que dans votre question, je vois deux sous-questions. La première sous-question, c'est la pertinence. Moi, je crois que l'État fait des efforts en termes d'investissement, mais ce que l'État, je crois, a déjà compris et que les gens doivent comprendre, c'est que c'est des investissements qui ne sont pas perdus. Oui. Vous savez, lorsqu'on mesure les richesses des pays, les gens avaient tendance à juste se focaliser sur le PIB. Mais les paradigmes ont changé. De plus en plus, lorsqu'on mesure les richesses des pays, on fait davantage attention au patrimoine. Si on veut savoir le niveau de votre richesse, Omar, on ne va pas regarder simplement votre salaire, mais on va aussi regarder vos biens. Combien de maisons vous avez, etc. C'est votre patrimoine. Oui. Mais pour les États, c'est pareil. Alors, il faut comprendre que les patrimoines des États peuvent se décomposer en 4 éléments. Il y a le capital physique, et donc les investissements qu'on fait, y compris au niveau des universités, ça augmente significativement le capital physique, donc la richesse de nos pays. Il faudrait d'ailleurs même inviter peut-être les universités et l'ANSD à aller vers cette forme de comptabilité, la comptabilité du patrimoine. Donc je disais que donc, le premier élément, c'est le capital physique, que les infrastructures renforcent. Le deuxième élément, c'est le capital humain, que les infrastructures renforcent, parce que comme je vous l'ai dit, en élargissant la carte scolaire, on permet un accès plus important de bacheliers et de Sénégalais à l'enseignement supérieur. Il y a le capital financier, vous voyez, il y a le capital naturel. Oui. Le capital naturel, c'est les hydrocarbures et tout cela. Alors il faut savoir que les hydrocarbures, par exemple, tant qu'elles restent dans le sous-sol, ça rentre dans le patrimoine des États. Mais dès que ça sort, exploité, ça sort du patrimoine. Alors, tout dépendra de, par exemple, concernant les hydrocarbures, qu'est-ce qu'on va faire? Si on utilise des ressources des hydrocarbures pour financer, on augmente le capital, le patrimoine en général. Et donc, je veux simplement dire que en investissant massivement au niveau des infrastructures scolaires,
on augmente les infrastructures physiques, mais on augmente également le capital humain, ce qui enrichit l'État en termes de patrimoine. Oui, mais tout en mettant un peu de cohérence dans la construction de ces infrastructures, en thématisant par exemple les universités. L'idée était ressortie d'ailleurs. Tout à fait. Alors maintenant, concernant les modalités d'élargissement de la carte universitaire, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de modèles. Il y a le modèle du GV que l'UCAD a créé. Il y a le modèle de l'université de Matam, que le président a également instruit l'UCAD de préfigurer. Oui. Et le rapport de préfiguration est sorti. J'espère qu'on aura le temps d'en parler un Oui, petit peu. oui, oui. Voilà, il y a d'autres modèles. Voilà. Alors, concernant toujours les modèles, il y a les modèles généralistes, les universités avec les facultés traditionnelles, mais il y a également le modèle thématique où on crée des universités avec des thèmes bien ciblés. Je crois qu'on a besoin d'une combinaison des deux. Parce qu'une université, ce n'est pas forcément une école de formation professionnelle. Si on crée juste une université pour faire de l'agriculture, ce sera une école professionnelle d'agriculture. Vous voyez, une université, c'est quand même un certain nombre de facultés. On est obligé de rester dans le format généraliste. Pas forcément. Par exemple, je vous dis, une université sans faculté de médecine, vous voyez, ça reste une université. Avec tout à fait. Vous voyez, il y a quand même des facultés. Oui. Alors maintenant, au niveau de l'organisation des facultés, il y a énormément de choses qu'on peut faire au niveau de la thématisation. Vous voyez, au niveau des facultés de sciences, au niveau des collèges. On peut orienter les enseignements vers des filières. Tout à fait. Agricoles ou machin, voilà. Tout à fait. Et ça, c'est des choses qui sont très importantes et qui ont également été discutées. Faire en sorte que les universités puissent prendre en charge l'exploitation des ressources de leur environnement, par exemple. Quand on est une université dans une région côtière, par exemple, on doit penser au tourisme, ainsi de suite. Oui, ça c'est des choses que les universités doivent prendre en charge, mais il y a aussi des choses que les ISEP prennent en charge. Mais il y a également des filières professionnalisantes au niveau des universités. Par exemple, si vous allez chez nous à l'ESP, vous allez voir des DUT, des diplômes universitaires de technologie. C'est un peu l'équivalent des BTS, des diplômes professionnels. Si vous regardez ce qui se passe à la faculté d'économie, vous avez des DUG, des diplômes universitaires de gestion. Donc, je crois que c'est ça qui est ressorti. Il y a besoin d'en faire plus, mais également pour les universités qu'on crée, oui, essayer de mettre l'accent aussi sur la professionnalisation et en plus des mandats, j'allais dire, normaux de toute université, que ces universités doivent également... Dans l'approche pédagogique toujours, il faudra également vous inspirer du modèle UVS. L'enseignement à distance, c'est aujourd'hui la solution. Tout à fait. Ouais. Et je crois que ça aussi, c'est ressorti de nos discussions. L'enseignement à distance et l'enseignement bimodal. Parce qu'on n'a pas besoin forcément de faire du distanciel à 100%. On peut faire un enseignement hybride. 50% de distanciel, 50% de présentiel. Et ça aussi, on fait ça depuis très longtemps. Et on va davantage mettre à l'échelle parce qu'on n'a pas le choix. Comme je vous l'ai dit, avec la massification que nous avons obtenu depuis un bout de temps à aller vers la bimodalité. Et je crois que c'est quelque chose qu'on va renforcer. D'accord. L'université Souleymane Niang de Matam, vous y avez travaillé. Le projet avance, s'il n'est pas encore prêt d'ailleurs. Et là, le président est formel, hein, un bloc, une université, pas de campus dispersé. Ah oui, je crois que ça, c'est une très bonne précision à faire, à mon avis, parce que le président nous avait demandé à l'UCAD, en collaboration avec le MESTRI, de travailler sur un rapport de préfiguration. Nous avons réuni un certain nombre d'experts universitaires pour travailler sur le rapport de préfiguration et le rapport a été bouclé depuis le mois d'octobre. Alors, et le rapport a été rendu au président. Maintenant, il faut savoir qu'un rapport qu'on prépare pour une autorité, c'est forcément un rapport avec des options. On ne peut pas enfermer une autorité dans un schéma prédéfini. Absolument. Il y a des options au niveau pédagogique, il y a des options au niveau du modèle économique. Et il y avait des options concernant aussi les sites. On pouvait faire plusieurs sites, on pouvait faire un seul site. Et le président a tranché le débat. Lui, il veut un seul site. Il veut un seul site. Oui. Et je crois qu'il a donné ses raisons. Il a vu les modèles d'université à plusieurs sites qu'on a construits au Sénégal.
et qui pose des problèmes, qu'il a souligné l'autre jour, je crois que ce n'est pas un secret. Et donc, tirant les leçons de tout ça, il a décidé qu'il y aurait un seul site, et ce serait à Matam. Je crois que oui, et ça clôt définitivement le débat, parce qu'il ne faut quand même pas perdre de vue qu'il y avait un débat bouillonnant autour de cette question. Il y a des gens qui voulaient un site, il y a des gens qui voulaient plusieurs sites. Bon à savoir, c'est une option que vous avez quand même intégrée dans le projet. Oui, un rapport comme ça, c'est forcément des options, comme je vous l'ai dit. D'accord. On donne l'option d'un site unique et l'option de plusieurs sites. Et maintenant, c'est à l'autorité de trancher, et l'autorité vient trancher. D'accord. Alors, dans l'ensemble, pour résumer, il y a eu 12 mesures qui ont été annoncées par le président de la République. Je les cite pêle-mêle: accélérer l'achèvement des universités, des chantiers prioritaires. Il y a Amadou Mokhtar Mbow, Sine Saloum, Université de Ziguinchor, Alioune Diop, parce que aussi là, on a mis l'accent, les recteurs ont mis l'accent sur la vétusté parfois des infrastructures. Matam, on vient d'en parler. Il faut également accroître les capacités d'accueil et y mettre de la qualité, optimiser la gestion des ressources financières, on en parlait tout à l'heure, moderniser le système d'allocation des bourses. Beaucoup de mesures, 12 au total. Vous les appréciez comment? Alors, je les apprécie très positivement. Et là, vous me permettrez également de réitérer nos remerciements et nos félicitations au président, cette fois-ci pour le style managérial. Oui. Alors, il a demandé qu'on mette tous les problèmes sur la table, sans tabou, et qu'on en discute librement. Alors, on a fait des constats, comme je vous l'ai dit, la massification, la vétusté des équipements, l'inadéquation du modèle financier et tout cela. Alors, à partir de ce moment-là, on s'est dit, que devons-nous faire? Que pouvons-nous faire? Oui. Et il y a une sorte de contrat de performance où l'État dit, écoutez, nous, on va faire notre part du travail, on va poursuivre la construction des infrastructures, on va continuer nos efforts dans tel domaine, et les universités doivent également faire leur part du travail, c'est-à-dire changer le modèle pédagogique, Oui. changer le modèle d'insertion, je veux dire le modèle professionnel, c'est-à-dire le projet professionnel des universités. Les universités doivent revoir le modèle financier, vous voyez. Donc les mesures, si vous regardez bien, c'est une claire distribution des rôles et des responsabilités. Qu'est-ce que l'État va faire dorénavant et qu'est-ce qui est attendu des universités pour éviter que le système ne puisse être à un moment donné paralysé. Je crois que c'était ça l'essentiel des mesures. Et vous allez voir donc que l'État s'est engagé à parachever les infrastructures. Et ça, c'est des chantiers énormes. L'État s'est engagé à faire davantage d'efforts pour les équipements, pour les recrutements. L'État a déjà fait beaucoup d'efforts concernant les salaires des PATS et des pairs. Voilà. Et les universités doivent diversifier leurs sources de financement, doivent également penser davantage à placer les étudiants. C'est-à-dire que maintenant, notre rôle ne devrait plus être seulement de se limiter à les former, mais en les formant, on doit penser à les placer, soit à les aider à se constituer comme des entrepreneurs ou à trouver un travail. Vous voyez, donc c'est des mesures, si vous regardez bien, c'est une distribution équilibrée des rôles et des responsabilités. Et c'était une sorte de happy end, c'est-à-dire que c'est une reconnaissance de la responsabilité des différents acteurs au niveau des problèmes et des menaces, voyez, et les mesures à prendre pour corriger, et avec une claire distribution. Et là toujours en termes de capitalisation, après ce qui s'est passé, j'imagine, les universitaires ne vont pas rester comme ça. Voilà, regardez les mesures qui ont été prises. Il y a, enfin, je veux dire, je pense à peut-être une rencontre du côté des universitaires carrément pour vraiment commencer à travailler sur les options, les perspectives. Ah oui, tout à fait. Je crois que nous avons reçu un appel pour diversifier nos sources de financement. Cet appel n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Je crois que les universitaires y travaillent déjà. Maintenant, ils vont avoir davantage de motivation pour y travailler. Et on va le faire de plusieurs façons. On va essayer de mettre davantage sur le marché des filières payantes. On va essayer de mettre davantage sur le marché nos innovations, parce qu'on en a. Mais ce qui pose problème jusqu'à maintenant, c'est la mise à l'échelle, la mise sur le marché. Il y a 2 semaines, nous avons organisé une sorte d'exposition des solutions technologiques que nos étudiants, que nos professeurs ont mises sur pied. Et c'était effarant. Mais les Sénégalais ne connaissent pas. Il faut trouver les mécanismes
pour porter ça au niveau du marché. Et là, on y travaille, et avec le soutien de l'État, on essaye de créer des incubateurs dans presque toutes nos universités. Mais tout ça, ça vise à mettre sur le marché des solutions qui devraient apporter des ressources additionnelles. Les ressources qui existent déjà, on va en rationaliser l'utilisation. Ça aussi, c'est un engagement que les universités ont pris. Et voilà quoi. Et on va travailler à expliquer davantage aux familles, à nos alumni, qui doivent aussi contribuer au financement de nos universités. Je crois que c'est un autre cap qu'on va se fixer à partir de maintenant. D'accord. Alors, après ce grand chapitre enseignement supérieur, évidemment, on est obligé de parler d'économie parce que vous êtes agrégé dans ce domaine et il y a de la matière parce que nous sommes dans une situation à l'échelle mondiale assez compliquée. Il y a une guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine. On sortait déjà d'une pandémie qui a fait ses effets. Alors, où est-ce que tout cela peut nous mener? Alors, ce que tout cela est en train de nous mener, c'est vers le repli sur soi. Les relations internationales, pendant plus d'une trentaine d'années, ont été forgées par ce que tout le monde a connu comme étant le consensus de Washington. Le consensus de Washington, c'est quoi? C'était de faire le cap sur la compétitivité et sur la spécialisation des pays. Chaque pays devait faire ce qu'il savait faire de mieux et les échanges internationaux devaient permettre de régler les besoins individuels des pays. Alors, de plus en plus, on a le contre-pied du consensus de Washington. C'est ce qu'on a appelé le consensus de Cornwall. Cornwall, c'est une ville britannique qui est devenue célèbre parce que le G7 a demandé à des experts de réfléchir sur le futur des relations internationales. Et une des mesures qui a été prise, c'est effectivement de rompre avec la mondialisation telle qu'on l'a connue jusqu'à maintenant. Oui. Ça signifie quoi? Ça signifie que d'un modèle économique où les gens mettaient l'accent sur la compétitivité, le besoin d'efficacité, on est en train de passer à un modèle économique où les gens vont mettre l'accent sur la sécurisation des circuits de distribution, sur la sécurisation des sources d'approvisionnement. Et comme je vous l'ai dit, si ce n'est pas bien organisé à l'échelle internationale, mais chaque pays va avoir tendance à se replier sur soi. Je crois que ce que le Sénégal fait, c'est ce que les États-Unis font, ce que l'Europe fait, et tous les pays ont tendance à dire, écoutez, pour les biens essentiels, il faut qu'on apprenne à les produire et par nous-mêmes. Ouais. Alors, comme je vous l'ai dit, à l'échelle de chaque pays, c'est assez rassurant, parce que ce qui s'est passé avec la Covid, avec la crise ukrainienne, et ça a montré la fragilité du consensus de Washington. Aussi longtemps qu'on était dans un monde où les échanges se faisaient sans entrave, il n'y a pas eu de problème, le système fonctionnait. Mais avec la Covid, où les gens étaient immobilisés, mais il y a eu des problèmes partout, pas seulement dans les pays en développement. Donc les pays ont commencé à avoir peur, ils ont dit, ben, écoutez, il faut qu'à l'interne, on essaie de s'organiser pour mieux, comment dirais-je encore, sécuriser nos sources d'approvisionnement. Le Sénégal fait suit la même démarche, les autres pays suivent la même démarche, mais à l'échelle des relations internationales, si tout cela n'est pas bien maîtrisé, et ça risque de mener au protectionnisme, voyez, c'est dangereux. L'histoire nous montre que c'est dangereux quand il y a un repli sur soi a des conséquences voilà, aussi. Voilà, c'est ça, au niveau international. Mais à l'échelle du pays, évidemment, tous les pays ont fait le constat que le consensus de Washington, c'était très efficace pour enrichir les pays, mais ça avait quand même des limites en termes de sécurisation des sources d'approvisionnement. Et comme je vous l'ai dit, puisqu'on s'attend à avoir de plus en plus des phénomènes, des chocs similaires à la Covid et aux guerres et autres là, parce qu'on évolue vers un monde multipolaire. Donc les pays ont pensé qu'il fallait mieux sécuriser les sources d'approvisionnement. Et dans cet esprit de repli sur soi, le président de la République, dans son discours à la nation, a appelé à une mobilisation générale pour la production pour la valorisation, autant pour moi, de nos produits. Quelles sont les clés pour vous de la réussite? Alors, les clés de la réussite, c'est de jouer sur nos forces et d'optimiser également nos forces. Je crois qu'il y a des secteurs qui sont clés, sur lesquels nous avons un avantage comparatif réel. Le président a cité le secteur du riz, ce qui est réel. Le riz constitue une opportunité pour développer l'agrobusiness, parce que l'agriculture traditionnelle n'attire pas beaucoup de gens, et c'est un modèle économique qui ne marche pas, parce que c'est un modèle de pauvreté. L'agrobusiness, c'est un autre modèle économique. Donc, en développant toute une filière autour du riz, parce qu'au riz, il y a l'agriculture, mais il y a également le secteur manufacturier dedans.
Hein, le riz doit être transformé pour arriver à nos assiettes. Donc tout ça, c'est... Il y a eu beaucoup de progrès d'ailleurs qui ont été faits à ce niveau. Il y a beaucoup de progrès. Au niveau de l'horticulture, il y a énormément de progrès. Le Sénégal fait partie des pays qui sont cités dans ce domaine. Et les potentialités restent encore largement sous-utilisées. Il y a le tourisme. C'est vrai que le tourisme a reçu un coup avec la Covid, mais les potentialités du Sénégal sont réelles. Il y a la pêche, l'aquaculture, vous voyez. Et tous ces domaines-là, c'est des domaines sur lesquels on est en train de faire des bons. Et je pense que les transformations économiques et sociales prennent du temps à se faire sentir. Mais je crois que si on continue à booster les infrastructures, ce qu'on est en train de faire, c'est très positif en termes de construction d'infrastructures. Si vous regardez ce qui se fait au niveau des ports, au niveau des routes, vous voyez, au niveau de l'éducation, tout ça, c'est très positif. Ça va augmenter notre base productive. Mais ça, c'est des mesures de court terme. Bon, c'est vrai, je comprends. Il faut aussi... C'est des mesures de long terme, excusez-moi. Mais il faut aussi gérer le court terme. C'est pour cela que l'État prend des mesures pour un peu soulager la souffrance de certains acteurs. Je pense qu'au niveau de l'élargissement de la base productive, il y a des efforts qui sont en train d'être faits et qui sont louables. Ça va affecter la demande de travail. Mais du côté de l'offre de travail, il y a tout ce qui est formation, tout ce qu'on appelle employabilité. Faire en sorte que les produits conformes, nous, universités, nous, écoles de formation, puissent également répondre aux besoins du marché. L'idée, c'est de produire justement ce que nous consommons et de consommer ce que nous produisons. Pour réussir le pari, justement, chacun doit jouer sa partition. Je veux dire, il n'y a pas que l'État, il n'y a pas que les chercheurs, les universitaires, il y a aussi les consommateurs. Oui, c'est vrai. Il faut peut-être rééduquer les consommateurs pour qu'en cas de crise, on puisse réajuster plus facilement nos goûts, nos préférences et nos habitudes de consommation. Ça, c'est un travail de communication, c'est un travail d'éducation que l'État doit faire et que l'État fait, à mon avis. Alors, l'autre chose, c'est qu'il faut comprendre que tous les pays aspirent à être complètement autosuffisants. Ça va être difficile pour un seul de ces pays d'être complètement autosuffisant. Ce sera difficile pour les États-Unis, ce sera difficile pour l'Europe, ce sera difficile pour les pays africains. Mais pour certains produits stratégiques, je crois qu'on a besoin de constituer des niches d'autosuffisance. Comme les produits alimentaires, les produits pharmaceutiques, vous voyez, et les services médicaux. Je crois, comme je vous l'ai dit tantôt, il y a des efforts qui se font au niveau de nos universités, au niveau de l'État, pour renforcer les capacités, le plateau technique au niveau de nos hôpitaux, au niveau de nos universités. Ça aussi, c'est positif. Et ça permet, sur certains secteurs clés, d'avoir des capacités permettant de couvrir les besoins des populations et d'être moins dépendants de l'extérieur. Alors, en plus de la subvention du riz, un produit très prisé au Sénégal, le riz local, il y a une baisse des prix des denrées de première nécessité dans le cadre des mesures prises par le gouvernement, en réponse bien sûr à ces problèmes qu'on a aujourd'hui. Mais ce qu'on remarque, c'est que l'application des mesures pose souvent problème parce que souvent les commerçants sont assez réticents. Les gens parlent des mesures plus drastiques concernant le contrôle. En tant qu'économiste, où est-ce que vous voyez la solution? Alors, la solution, elle est interne. Je crois qu'il faut que les différents acteurs puissent jouer leur partition à leurs différents niveaux. Pour l'État, je pense que les difficultés budgétaires vont être énormes parce qu'à chaque fois qu'il y a subvention, c'est des manques à gagner fiscaux. Donc c'est de l'argent qui devait aller ailleurs, à l'éducation, à la santé. Et quand les mesures ne sont pas appliquées, c'est de l'argent jeté à la fenêtre, bien sûr. Ah oui, quand les mesures maintenant ne sont pas appliquées, il y a problème parce que les consommateurs ne sont pas contents, alors qu'il y a des sacrifices énormes qui sont faits par l'État. Je pense qu'il y a un autre aspect qu'on ne peut pas ignorer, c'est la solidarité internationale. Je crois qu'il y a actuellement un risque systémique qui se pose à l'ordre mondial et que la guerre en Ukraine révèle. Et je pense que s'il n'y a pas une solidarité internationale, beaucoup de pays en développement vont être dans des difficultés. Parce que ce que vous voyez en Asie et en Afrique, vous voyez, en Europe, c'est des tensions ou des menaces de tension qui sont alimentées par les difficultés économiques. Et je crois qu'aucun pays n'est épargné. Si vous regardez par exemple l'actualité aux États-Unis, il y a beaucoup de ménages, d'employés qui refusent de prendre les salaires qu'on leur paie jusqu'à maintenant. Il y a actuellement une pénurie de main-d'œuvre dans ces pays-là. Je crois que le modèle économique et le modèle social à l'échelle mondiale doit être revu
pour construire, pour créer plus de solidarité au niveau des États, mais également pour créer plus de solidarité entre États. Hein, mais avec le repli sur soi dont vous parliez tout à l'heure, ça risque de poser problème. Et c'est pour ça que je disais que c'était un danger. Je crois que c'est l'ordre mondial qui est en vigueur depuis de 50 ans, oui, qui est maintenant menacé. C'est ça que les gens doivent comprendre. Je crois que si rien n'est fait, les tendances qu'on voit se développer et constituent de réelles menaces pour l'Occident, qui en a le plus profité jusqu'à maintenant et qui est en train de tout faire pour maintenir cet ordre qui lui a donné beaucoup de choses. Vous voyez? Mais je crois que cet ordre-là pourra survivre seulement s'il y a des efforts qui sont faits, des efforts conséquents pour créer davantage de solidarité au niveau interne des États, mais également entre les États. Pour revenir chez nous, il y a aussi, toujours dans le cadre des solutions, hein, un investissement conséquent quand même dans le secteur de l'agriculture, qui est un pilier de notre économie. De 60 milliards, le budget est passé à 70 milliards, mais il y a un volet transformation, volet chaîne de valeur, toujours dans le cadre de la valorisation de nos produits. Là aussi, il faut des réflexions pour trouver la meilleure formule. Oui, je crois que les investissements ont besoin d'être structurants. Les investissements, ce n'est pas seulement les routes c'est très bien, parce que ça permet aux marchandises de circuler et aux personnes de circuler. C'est le port, c'est beaucoup de choses. Mais c'est également les investissements d'appui à la production. C'est tous les hangars de production que vous voyez qu'on fait pour le secteur de la pêche. Vous voyez, c'est les quais de pêche, oui, qu'on construit. Je crois qu'il y a de plus en plus des investissements de cette nature. Je crois que c'est des investissements qui sont de nature à booster la production au niveau de ces secteurs. D'accord. On passe à l'emploi, toujours en lien avec la transformation. Ça peut être une solution, le système de transformation, par exemple du secteur de l'agriculture. Oui, je crois que ça, c'est un point très important. Et là, vous permettrez juste de préciser une chose, de prendre 2 ou 3 minutes pour préciser quelque chose. Oui. En matière d'emploi, je crois que les gens ont tendance à mettre l'accent sur la formation et ce qu'ils appellent l'employabilité. En matière d'emploi, il y a l'offre, il y a la demande. L'offre de travail, c'est les personnes, c'est les ménages, c'est les individus qui veulent travailler. Ils offrent le service aux entrepreneurs. La demande de travail, c'est les entreprises qui la créent. Vous voyez? Alors, en matière de politique d'emploi, on a besoin d'intervenir sur l'offre, mais aussi on a besoin d'intervenir sur la demande. Intervenir sur l'offre, c'est quoi? C'est tout ce qui est relatif à l'employabilité, et ainsi de suite. Intervenir sur la demande, c'est mettre les entreprises dans des conditions de produire, ou bien créer des entreprises pour produire. Et je crois que les investissements dont vous parlez, les investissements qui visent les filières, la pêche, l'horticulture, vous voyez, c'est des investissements assurés par... ouais. Je n'ai pas entendu. C'est les investissements qui visent à appuyer le secteur privé. C'est ça, oui. À mieux créer des emplois. Mais on a besoin donc de faire les deux à la fois. On a besoin de renforcer la demande de travail, donc les opportunités de création d'emplois venant des entreprises, mais on a besoin également d'agir sur les formations. Mais même si on fait des efforts énormes dans le domaine de la formation, il faut toujours comprendre qu'on va avoir une grande proportion de personnes, de travailleurs non qualifiés, qui auront également besoin d'être casés. Donc ça aussi, c'est des emplois non qualifiés, mais c'est des emplois qui peuvent être absorbés par les secteurs dont je viens de parler. Nous avons fait des simulations jusqu'à l'horizon de 10-15 ans avec notre équipe, et on a montré que sur ces secteurs que j'ai mentionnés, le tourisme, l'horticulture, l'agrobusiness, les transports publics et le commerce formel. Vous voyez, si on faisait par exemple plus de supermarchés, vous voyez, beaucoup plus de supermarchés, alors si on consacre beaucoup plus de ressources à ces secteurs, je crois qu'on peut avoir dans les prochaines années beaucoup plus d'impact en termes de valeur ajoutée, mais également en termes de création d'emplois. Parce qu'il y aura un important volet emploi non qualifié qu'il faudra couvrir. Vous voyez? Et je crois que c'est des secteurs qui ont des potentiels énormes. Et avec ces investissements-là et la levée des contrats de financement qui peuvent se poser aux entrepreneurs, en particulier aux jeunes entrepreneurs, je crois qu'on pourrait faire des résultats probants dans ce domaine. D'accord, mais sur l'autre volet aussi, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits en termes des mécanismes de formation, d'insertion et d'emploi des jeunes. L'objectif, en vérité, c'est l'auto-emploi, permettre aux jeunes de pouvoir
eux-mêmes se donner de l'emploi. Oui, oui, c'est ça. Ça vise l'entrepreneuriat. Ça vise à permettre aux différents jeunes de s'établir à leur propre compte. Et là, vous me permettez de revenir un peu, avec votre permission, à l'université. Parce que comme je vous l'ai dit, au niveau des universités, il y a des solutions très innovantes qui, si elles sont mises à l'échelle, permettent de trouver un emploi aux diplômés. Il faut comprendre que le chômage frappe plus les diplômés des universités que les autres. Mais ce n'est pas forcément pour la raison qui est mise en avant souvent. Mais je vous dis que si on donnait beaucoup plus de ressources, mais pas cette fois-ci pour le fonctionnement des universités, mais pour l'entrepreneuriat, je crois que là, il y a un effort à faire, des synergies à développer avec ces organisations dont vous parlez, pour attirer plus de financement au niveau des universités, mais cette fois-ci pour financer l'entrepreneuriat étudiant. Parce que là, il y a énormément de potentiel. Vous voyez, il y a beaucoup de problèmes auxquels nos sociétés sont confrontées et les universités ont la réponse. Vous voyez, on parle beaucoup de, par exemple, de sécurité alimentaire. Nos universités ont des solutions pour renforcer la teneur en nutriments de nos céréales ou de nos fruits. Oui. Ça veut dire avec la même quantité de fruits ou de céréales, on peut faire en sorte que les besoins des gens en nutriments soient couverts. Donc, vous voyez, ça, c'est des solutions technologiques qu'il faut déployer. Vous voyez, en termes de productivité agricole, mais également en termes de transport, en termes d'énergie, en termes de beaucoup de choses. Il y a énormément de solutions qui existent. Mais on a besoin, effectivement, de donner des moyens aux étudiants, aux universités, mais cette fois-ci, pour que les diplômés puissent se constituer en entrepreneurs et lever le goulot d'étranglement du côté de la demande de travail. Ce n'est pas difficile parce qu'il y a des mécanismes qui sont là, je l'ai dit tout à l'heure, qui peuvent accompagner l'université dans ce cadre. Tout à fait, mais je pense qu'il faudrait qu'on puisse avoir un dialogue plus important avec ces organisations-là pour que les diplômés des universités, les programmes d'emploi des universités soient plus tenus. Ça, je crois que c'est quelque chose qu'on ne va pas demander forcément au ministère de l'Enseignement supérieur et qui répercute la demande à l'État, mais on va demander aux structures qui existent, comme l'ADER et le FONGIP et autres. Oui, mais dans le cadre du programme d'urgence, l'option quand même est bonne de diversifier les sources d'emploi et de chercher à recruter des jeunes en masse dans ces programmes-là. Mais il n'y a pas d'autre choix. Je vous l'ai dit, c'est ce qu'on appelle l'industrie légère. C'est ce secteur dont je viens de vous parler. C'est l'industrie légère et c'est l'industrie qui a soutenu tous les processus de développement. Lorsque la Chine a voulu s'industrialiser, pendant très longtemps, ils ont essayé, les Chinois, d'imiter ce qui se faisait en Occident. Ils étaient dans l'industrie lourde. C'est Deng Xiaoping qui a changé le paradigme. C'est Deng Xiaoping qui a commencé à renforcer l'industrie légère en tirant les leçons de son voisinage immédiat. Oui. Avant la Chine, il y avait Taïwan, il y avait Corée, il y avait tous ces pays-là qui s'étaient appuyés sur l'industrie légère. Et la bonne nouvelle, c'est que l'industrie légère est intensive en main-d'œuvre. Ça veut dire qu'il n'y a que les pays qui ont une grande proportion de main-d'œuvre non qualifiée qui peuvent avoir un avantage comparatif dans l'industrie légère. Et c'est notre cas. Donc je crois que si on s'organise mieux dans le domaine du financement, dans le domaine de la formation, dans le domaine de l'investissement, je crois que dans tous ces domaines, on est en train de faire des efforts. On pourrait faire la différence dans un horizon proche. Merci donc, professeur. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Professeur Amadou Alimbey, recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, professeur agrégé d'économie. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir suivi. On se donne rendez-vous dimanche prochain.